Bon, je n'avais pas prévu de parler de Donald Trump à ce point sur cette chaîne, ça faisait vraiment pas partie de mes résolutions 2025, mais bon, Donald Trump est le président des États-Unis et étant donné que c'est la première puissance économique et militaire, il faut composer avec, surtout quand on parle de politique et de géopolitique. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des attaques à répétition de Donald Trump contre la presse et en particulier ce qu'on appelle les médias traditionnels. Alors, il est important de prendre en compte que dans cette vidéo, ça va beaucoup plus être une vidéo d'opinion qu'une véritable analyse systémique, objective, etc. C'est beaucoup plus une conversation philosophique que j'ai envie d'avoir avec vous sur justement les risques pour les médias, mais aussi le futur et les opportunités qui peuvent en être. Mais avant de commencer, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis 2022 et sur cette chaîne, je parle de politique, de géopolitique, mais aussi de mon travail en Ukraine et peut-être potentiellement dans le futur essayer de faire des reportages et vous emmener avec moi sur le terrain dans justement lors de mes reportages que je fais pour la presse écrite principalement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Donc, avant de parler un peu plus en amont de ce qui se passe réellement, il faut faire un peu de contexte. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2025, a commencé une guerre frontale contre ce qu'on appelle les médias traditionnels. Alors, c'est quelque chose qu'il faisait depuis très longtemps déjà, avec notamment son fameux slogan Fake News Media, Fake News Media. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est véritablement dommageable pour la démocratie, la liberté d'expression qu'il prétend défendre, en tout cas que quelqu'un comme Elon Musk prétend défendre. Et ces attaques à répétition, comme je l'ai dit, sont vraiment à craindre et sont vraiment des risques pour nos sociétés et peuvent aussi influencer certaines personnes illibérales en Europe de faire de même. Et d'ailleurs, il y a déjà des voix qui naissent sur la volonté notamment de fermer certains de nos médias traditionnels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par médias traditionnels? On entend par médias traditionnels tout simplement les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas un peu les médias que nos parents lisaient, que ce soit les journaux, la radio, etc., comme par exemple aux États-Unis le New York Times, le Financial Times, le Washington Post, en radio là, justement NPR, en télévision CNN, mais en France, l'équivalent un peu des médias traditionnels serait des médias comme Le Monde, Le Figaro, France Culture, France Inter, etc., etc. Et du coup, la manière dont laquelle Trump s'y prend pour l'instant, alors on n'est pas du tout en train de faire face à, comme ça a pu être à une époque, notamment lors de la monarchie et la restauration de la monarchie en France après la fin de l'Empire, avec les sbires du roi qui arrivent, confisquent les imprimantes et emprisonnent les journalistes. On n'est pas du tout encore dans ce scénario-là, et je pense qu'il y a beaucoup d'étapes qui devront arriver avant qu'on fasse face à ce scénario-là, mais la méthode est plus insidieuse avec, alors déjà, des campagnes de décriminalisation en disant fake news media, fake news media, fake news media, mais ça, à la limite, Donald Trump le fait depuis longtemps, Elon Musk le fait à tour de bras sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, en disant que maintenant c'est vous les médias, donc les citoyens, avec le concept de citoyen journaliste. Alors je ne suis pas très sûr de ce qu'on entend par citoyen journaliste, mais admettons. Et l'autre méthode, c'est tout simplement de barrer l'accès des médias traditionnels à la Maison Blanche. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que des médias comme New York Times, des médias comme NPR n'ont plus accès à la Maison Blanche et au contraire sont remplacés par des tabloïds beaucoup plus favorables à Donald Trump, comme New York Post, mais aussi comme tout simplement Breitbart, et aussi à des influenceurs d'extrême droite, des influenceurs MAGA comme Charlie Kirk et compagnie. Et du coup, cette partie d'ouvrir la Maison Blanche aux médias, aux nouveaux médias, je trouve que c'est quelque chose qui est très positif parce que les médias se réinventent et c'est vrai que maintenant il y a une ouverture qui doit se faire justement à ce qu'on peut appeler les influenceurs sur les réseaux sociaux qui maintenant peuvent avoir pratiquement plus d'influence que tout simplement une immense rédaction comme New York Times. Mais c'est là aussi où il faut faire un peu la différence. Alors moi je dis ça, je suis sur YouTube et j'essaye aussi de parler, mais il est important de prendre en compte que ces personnes ne sont pas des médias et je ne suis pas un média. Un média, ça va être une rédaction qui va avoir une centaine de journalistes dont certains vont couvrir l'Ukraine, certains vont couvrir Israël-Palestine, d'autres vont couvrir l'actualité américaine, d'autres vont être spécialisés en économie, d'autres en technologie. Moi, tout seul, avec toute la bonne volonté que je peux avoir,
Grand maximum que je peux faire, c'est faire un peu sur l'Ukraine, un peu sur les États-Unis, un peu sur le Moyen-Orient et peut-être plus tard sur d'autres sujets. Mais j'ai un temps limité, j'ai un cerveau limité aussi, j'ai des connaissances limitées et sur cette chaîne-là, je vais beaucoup plus parler de sujets que je maîtrise. Donc, à titre personnel, je ne suis pas un média et les influenceurs qui sont actuellement en train de monter, peu importe d'ailleurs qu'ils soient de gauche, de droite ou complètement neutres, ne sont pas des médias. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Ils n'ont pas non plus le fact-checking que peuvent avoir une rédaction. Je n'ai pas non plus le fact-checking que peut avoir une rédaction. Moi, je fais ma vidéo, je l'enregistre, je suis sûr pratiquement tout le temps de ce que je raconte parce que c'est des choses que j'ai vérifiées en amont sur des médias auxquels je fais confiance et qui ont un niveau de confiance assez important. Mais je ne suis pas à l'abri de faire une erreur, tandis qu'un média comme New York Times ou par exemple comme Le Monde ont des rédacteurs qui vont vérifier de manière systématique avec du fact-checking si l'article qui a été écrit a des erreurs factuelles ou non. Donc c'est ça qui est ultra important de prendre en compte, c'est que même si un influenceur politique peut avoir dans une certaine mesure plus d'influence parfois qu'un tabloïd comme New York Times, le travail d'un magazine ou d'un journal comme New York Times sera toujours 100 fois plus important, 100 fois meilleur et de 100 fois meilleure qualité que tout simplement n'importe quel youtubeur, n'importe quel influenceur politique qui existe. Donc ça, c'est très important, mais il n'empêche qu'ils font partie d'une nouvelle réalité médiatique qu'il faut prendre en compte. Et par conséquent, je trouve que c'est normal de leur ouvrir la Maison Blanche. Mais par contre, là où c'est beaucoup plus problématique, c'est que le rôle d'un média n'est pas d'encenser le président. Le rôle d'un média n'est pas de faire la propagande du président en place. Et ce que Donald Trump reproche aux médias traditionnels, c'est d'être des contre-pouvoirs, tout simplement, d'avoir enquêté contre ces affaires avec notamment les malversations lors de l'affaire Stormy Daniels, d'avoir enquêté sur les ingérences russes lors de l'élection de 2016. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Donald Trump a mis des procès envers les journalistes qui ont gagné le prix Pulitzer pour justement leur enquête contre les ingérences russes lors de la campagne de 2016. Donc ça, ce sont des campagnes d'intimidation parce que Donald Trump veut casser la liberté de la presse, veut casser les médias qui vont contre le narratif qu'il essaye de mettre en place et surtout les médias qui vont essayer de voir un peu ce qui se passe derrière les coulisses du pouvoir. Et alors, les détracteurs de ces médias vont dire que ce sont des horribles médias de gauchistes qui ne font que essayer de s'attaquer à Donald Trump, etc., etc. Mais il est important de préciser, et je pense que c'est essentiel à comprendre, c'est que le New York Times, Le Monde, Le Figaro, etc., etc., ont enquêté aussi bien contre des gens comme Donald Trump que des gens comme Cahuzac, qui est de gauche du coup, hein, que contre des gens comme Sarkozy, que des gens comme Bill Clinton, comme Hunter Biden, comme Joe Biden, etc. Donc quand les influenceurs d'extrême droite vous disent que les médias traditionnels sont des horribles repères de gauchistes et de médias de gauchistes, moi à titre personnel je pense que c'est relativement faux. Prenez par exemple un média comme Le Figaro, c'est pas trop de gauche selon moi. Un média comme Le Monde, est-ce qu'il est de gauche? C'est une vraie question à se poser. Moi, j'irais plus centre-gauche. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est important quand on est un citoyen, c'est de prendre des médias qui ont des sensibilités différentes. Lire Le Monde parce que c'est un peu plus centre-gauche, lire Le Figaro parce que c'est un peu plus centre-droit, essayer de se faire une idée, etc. etc. Par contre, l'attaque ad hominem que font les influenceurs d'extrême droite contre les médias traditionnels, ce sont des attaques qu'on peut leur faire aussi à eux-mêmes parce que eux, ils s'en cachent même pas d'ailleurs, eux ne font qu'encenser un camp. Alors que, bon, est-ce que Le Monde ou le New York Times ne font qu'encenser Biden et n'attaquent que Trump? C'est une vraie question à se poser. Je trouve à titre personnel que la couverture du Monde ou du New York Times n'a pas été très courtoise envers Joe Biden, même s'il est important de préciser, et c'est important de prendre en compte, que bien sûr le New York Times est plus une rédaction composée de démocrates et de personnes qui sont anti-Trump, c'est indéniable. Mais c'est là aussi où il y a des contre-pouvoirs à l'intérieur des médias, où il y a une ligne éditoriale, mais il y a l'objectivité qui doit s'appliquer, le respect de la charte de Munich qui doit s'appliquer, mais il y a quand même le droit à avoir une opinion, le droit d'avoir, comme on pourrait le dire, une forme d'objectivité qui n'est pas forcément neutre. Parce que c'est aussi important de ne pas confondre objectivité, neutralité et impartialité, mais ça je ferai une vidéo un jour dessus, parce qu'on essaie toujours de demander aux journalistes d'être à la fois impartial, neutre et objectif, ce qui est complètement impossible pour un journaliste d'être les trois à la fois. Déjà, s'il est objectif, c'est déjà très très bien. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on fait face à des attaques en règle actuellement du camp MAGA contre la liberté de la presse et la presse,
pour des volontés justement d'affaiblir le pouvoir que la presse a et le contre-pouvoir que la presse a pour justement pointer du doigt les malversations du pouvoir et en particulier celles de Trump qui ne sont pas des moindres entre ces différentes affaires de corruption, ces différentes affaires d'ingérence et aussi tout simplement ces affaires d'agression sexuelle. Et tout ça s'inscrit dans une logique un peu générale de volonté de Donald Trump d'inscrire l'Amérique dans une pensée illibérale. Donc, qu'est-ce que c'est la pensée illibérale? La pensée illibérale, c'est une pensée selon laquelle il faut assujettir le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et les médias au pouvoir exécutif. Donc le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui exécute, c'est le président. Le pouvoir législatif, ce sont les parlements, c'est le Congrès aux États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants qui votent les lois. Le judiciaire, ce sont les juges et les médias, ce sont les médias. Et la volonté d'un État illibéral, c'est de faire une forme de modèle hybride entre la démocratie et la dictature. Le modèle par excellence, c'est typiquement la Hongrie de Viktor Orban ou dans une certaine mesure Netanyahou, mais Netanyahou a quand même du mal parce qu'il y a quand même un pouvoir judiciaire qui est très fort en Israël et d'ailleurs Netanyahou est continuellement en procès actuellement et il doit aller se rendre au tribunal pour des affaires de corruption. Donc il aimerait bien faire d'Israël un État illibéral, mais ce n'est pas encore le cas, même si ça risque d'arriver à un moment ou à un autre. Et Donald Trump, du coup, a envie d'assujettir le législatif, les médias et le judiciaire. Alors, le législatif, c'est plus ou moins fait, étant donné qu'il y avait un article dans The Hill récemment qui était sorti qui disait que les républicains, sénateurs républicains et membres des chambres des représentants républicains avaient peur de s'opposer à Trump parce qu'ils avaient peur que Elon Musk finance des candidats beaucoup plus affiliés à Trump dans leurs États. Donc déjà, grosso modo, pour l'instant, on peut voir que le législatif est plus ou moins cadenassé, même s'il y a toujours bien sûr les démocrates qui, eux, sont beaucoup plus libres. Et les démocrates, par exemple, au Sénat, ont 47 sièges sur 53. Le judiciaire est plus ou moins aux mains de Trump parce qu'il a mis des juges à la Cour suprême qui lui sont plus ou moins redevables à sa botte, etc., même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et maintenant, il s'attaque dans une certaine mesure aux médias. Et la volonté, c'est de taper tellement fort sur les médias que les médias ne vont pas pouvoir faire leur travail de contre-pouvoir. Et une autre méthode qui est utilisée, mais ça c'est la méthode Musk, c'est d'inonder notamment les réseaux sociaux comme Twitter de tellement de fake news que la vérité a du mal à se faire entendre. Parce que un mensonge fait toujours beaucoup plus de bruit que la vérité. Et c'est beaucoup plus simple d'étouffer la vérité dans une mer de mensonges qu'autre chose. C'est beaucoup plus efficace parce qu'en plus ça fait un peu sous couvert de liberté d'expression, tu dis ce que tu veux. Par contre, d'un côté, je te mets des mensonges à ne plus en finir que je vais te booster à l'algorithme et de l'autre, toi, tu vas pouvoir dire ce que tu veux, mais par contre, je vais tout simplement pas te faire monter dans l'algorithme. Donc tu dis ce que tu veux, mais ça n'aura pas beaucoup d'écho. Et après, l'autre technique, c'est tout simplement, comme on l'a dit, décrédibiliser les médias continuellement, fake news media, fake news media, fake news media. C'est ce que disait Goebbels, le chef de la communication et de la propagande de l'Allemagne NAZI. Il disait tout simplement, répéter 100 fois un mensonge, il devient une vérité. Et c'est vraiment ça à quoi on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de mensonges qui sont répétés à ne plus en finir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, etc., que ces mensonges deviennent pratiquement une réalité alternative et à force de répéter des mensonges, ces mensonges deviennent pratiquement des vérités pour certaines personnes. C'est un peu, dans une certaine mesure, l'évangile selon Jean, la vérité est devenue chère. Donc, là, on peut l'appliquer plutôt au mensonge, c'est que le mensonge est devenu cher, ce qui est assez embêtant pour tout simplement le futur de nos démocraties, parce que nos démocraties sont basées sur un contrat social, sur le lien social et sur le fait qu'il y ait une vérité sur laquelle on s'accorde. Parce qu'une opinion n'est pas la vérité. Il y a des opinions qui sont des mensonges, il y a des opinions qui sont des vérités, tout simplement. Il n'y a pas mon opinion, c'est ma vision de la vérité. Non, il y a tout simplement des visions qui sont fausses, tout simplement. Et je pense qu'il faut l'accepter. Et on est tellement submergé par le mensonge dans nos sociétés, et aussi par exemple typiquement avec des attaques hybrides de la part de pays ennemis comme la Russie, qui ont des campagnes de désinformation très puissantes, très efficaces contre nos sociétés, on se promène dans une mer de mensonges. Alors si à côté de ça, on commence à frapper à bras raccourcis sur les médias qui essayent de justement lutter contre ces fake news, contre ces mensonges, et qu'on dit justement que c'est eux les menteurs, eh bien on est en train de saper les fondements tout simplement essentiels de nos démocraties.
Donc on est face à un changement de paradigme quand même qui est assez important. Et moi, je l'aime le résumer quand j'en discute avec des amis, de dire que en fait maintenant, c'est eux, du coup, les médias MAGA, les médias d'extrême droite, etc., qui sont devenus le mainstream. C'est nous, depuis janvier 2025, depuis l'arrivée de Donald Trump euh, à la Maison-Blanche, qui sont devenus l'opposition. Alors, je tiens à préciser, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, moi, je suis ni de gauche ni de droite, dans le sens où je suis un démocrate et je suis un républicain, dans le sens où je crois dans la démocratie, je crois dans la République, et je crois que la République et la démocratie, c'est l'acceptation de l'alternance, à savoir un peu de droite, un peu de gauche. Par contre, il y a quelque chose qui doit être essentiel, c'est qu'on accepte l'alternance dans un cadre très précis, qui est le cadre de l'état de droit et de la démocratie, tout simplement. Et les mouvements d'extrême gauche, comme d'extrême droite d'ailleurs, qui s'opposent à l'état de droit et à la démocratie, à titre personnel, n'ont pas droit de citer et ne devraient pas se présenter aux élections parce qu'on s'accorde sur un modèle et on ne peut pas lutter contre le modèle sur lequel on s'est mis d'accord. Et la démocratie, je suis désolé, peut-être un peu naïf, ça reste selon moi le meilleur système qu'on ait jamais créé sur Terre et que les démocraties libérales européennes telles qu'on a actuellement, notamment dans l'Union européenne, sont, et je parle en tant qu'historien, sont sûrement les meilleurs modèles d'État qu'on ait eu, que ce soit pour le respect des minorités, que ce soit pour l'égalité des chances, même si ce n'est pas parfait, croyez-moi, que ce soit pour l'équité, que ce soit pour les écarts entre riches et pauvres, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer indéniablement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les personnes les plus riches dans ce monde ont plus tendance à voter pour les mouvements illibéraux, comme on peut le voir avec quelqu'un comme Elon Musk, hein, je tiens à préciser. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en question dans nos modèles, mais ça reste quand même des modèles qui sont extraordinaires, où moi je peux parler et dire mon avis sans avoir peur que demain la Stasi débarque dans ma chambre, m'emmène et me déporte dans un camp de concentration. Et du coup, tout ça va ouvrir, comme je l'ai dit, une voie, dans le sens c'est qu'aujourd'hui, les médias comme nous, les influenceurs ou moi sur YouTube avec mes quelques milliers d'abonnés, j'ai l'impression dans une certaine mesure qu'on va bientôt être l'opposition au mainstream parce que le mainstream devient justement ce qui était auparavant l'opposition. Et du coup, par conséquent, ça va ouvrir beaucoup d'opportunités parce que je pense aussi que nous, les médias, donc moi aussi en tant que journaliste, on doit se réinventer parce que les gens ne lisent plus tout simplement. Hein, les gens ne lisent plus vraiment la presse papier, ce qui est fort regrettable parce que c'est quand même très sympa. Je recommande à tout le monde d'avoir un abonnement. Mais aussi, ça va nous forcer de nous poser des questions, de nous réinventer et de repenser la manière de faire de l'information, tout en étant bien sûr dans le respect de la charte de Munich, dans le respect de l'objectivité, dans le respect jusqu'au possible d'une forme d'impartialité, même si parfois il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas être impartial. Je suis désolé, Ukraine-Russie, on ne peut pas être impartial. L'impartialité, ça veut dire accepter un équilibre entre les parties. Non, il y a un déséquilibre total, que ce soit lié par les arguments menés par la Russie pour faire son invasion, que ce soit par l'armée qu'elle a, que ce soit par le soutien qu'elle a, que ce soit par l'économie qu'elle a. Donc là, à ce niveau-là, on ne peut pas être impartial. C'est comme, je ne sais pas, si demain on fait face à un, je sais pas, match de boxe entre un mec de 150 kg et un mec de 35 kg. Dans le sens, c'est que je peux être aussi bien impartial que je peux être, je ne peux pas l'être. Donc, tout ça pour dire que les médias vont se réinventer à l'aune de ces menaces. C'est très intéressant, mais en même temps très inquiétant. Mais je nous souhaite de pouvoir vraiment continuer à dire et pouvoir dire, et d'avoir la liberté de dire ce qu'on dit. C'est quand même le plus important. Et que la vérité, et je l'espère, puisse triompher. Donc, c'est, comme je l'ai dit, une opinion. Ce n'est pas une analyse. C'est quelque chose qui vient vraiment de moi. Et je pense que dans une certaine mesure, j'ai sûrement tort sur certains aspects, mais je pense que de manière générale, le monde a besoin de vérité et le monde a besoin d'honnêteté. Et comme je le dis souvent, la vérité, ce n'est pas une opinion. Et le mensonge n'est pas une opinion. Dans le sens où il y a soit de la vérité, soit le mensonge. Il y a bien sûr des manières de voir les choses, des manières d'expliquer, mais il y a vraiment le mensonge et dans une certaine mesure la vérité. Les choses ne sont pas simples, les choses sont complexes, il y a des manières de les voir, il y a une historiographie, il y a des perspectives à avoir, mais dans les faits, je pense à titre personnel que on fait face aujourd'hui à un torrent de mensonges qui essaye de noyer la vérité et on est face à des gens qui répètent tellement de fois un mensonge que
il en devient presque une vérité alternative et c'est ça contre lequel nous devons lutter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez un peu mes conversations philosophiques, je vous invite à vous abonner, mettre des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.